Bonjour. Bonjour et honoré d'être avec vous pour vous présenter ce sujet très intéressant et important du cheminement de l'esprit scientifique dans le temps. Le sujet, je le nomme de façon évocatrice du Nun au boson de Higgs. Donc, du Nun au boson de Higgs va nous faire traverser 5000 ans d'histoire, dont 3000 ans comme repère dans l'Antiquité et naturellement les 2020 ans, donc la période actuelle judéo-chrétienne. Dans l'Antiquité, nous allons nous situer autour de 2900, 2800, 2700, jusqu'à 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc ce sera la civilisation égyptienne antique à un moment donné. Ensuite, la Grèce antique autour de 800, 700 ans, 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et puis, nous allons aborder la période actuelle avec la naissance de Jésus à l'an 0. Et on va aborder un peu le Moyen-Âge européen, le temps médiéval. Et on va principalement s'intéresser à la période de la Renaissance occidentale en Europe, suivie du temps des Lumières. Et on va revenir en Afrique pour aborder le mouvement de réappropriation identitaire de l'esprit scientifique. On va faire un détour en Amérique pour voir comment cet esprit s'est illustré. Et donc, vous voyez, 5000 ans, une longue marche que nous allons essayer de présenter en un ramassé de 45 minutes. Donc, c'est une ambition de survol rapide mais riche qui va vous présenter une vision compréhensive du sujet du cheminement de l'esprit scientifique que j'ai nommé du Nun au boson de Higgs. Allons donc directement en Égypte antique. Vous savez que la civilisation égyptienne antique est l'une des plus grandes civilisations que l'esprit humain a pu construire. Et vous savez que toute civilisation, toute culture assez élaborée se pose toujours une question première. Cette question consiste à se demander comment se fait-il que les objets qui nous entourent sont venus à être, à l'existence. Et cette question, quand on la pose et qu'on lui trouve une réponse, on fait ce qu'on a une réponse acceptable, on fait ce qu'on appelle la cosmogonie. Et cosmogonie, c'est un mot de la langue grecque antique. Dans cosmogonie, entendez cosmos, qui veut dire univers, entendez gonie, gone, duquel on peut dériver gonade, et les gonades, en termes crus, ce sont les testicules. Donc, quand on fait la cosmogonie, on pense à un appareil ou à un mécanisme à partir duquel sont sortis ou bien sont générées toutes choses que nous voyons autour de nous. Et quand les Égyptiens ont fait cet exercice de la pensée, ils ont découvert ce qu'ils ont appelé Nun. Et le Nun, dans leur représentation, était le milieu initial, le lieu premier, matière première en même temps, qu'il se représentait comme un océan primordial parce qu'ils lui ont donné un aspect aqueux, du liquide qui englobait tout, qui traversait tout, qui imprégnait tout, qui n'avait pas de limite possible, qui était infini, qui n'était pas déterminé, donc qui n'avait pas de forme précise, mais à l'intérieur duquel tout était en fusion et confusion, sans forme ni détermination, et le Nun a eu une mue interne, donc une autotransformation, à partir duquel il y a eu des différenciations, des séparations, des individuations, des diversifications et des multiplications pour engendrer tout ce que nous avons autour de nous. Et je voudrais faire une parenthèse ici en disant que quand on fait la cosmogonie, quand on répond à la question première,
La réponse qu'on trouve n'est pas une vérité qui est absolue et imposée et définitive, mais c'est plutôt une narration d'explication, de compréhension qui permet d'apaiser cette inquiétude première, donc cette curiosité intellectuelle primordiale. On arrive à l'apaiser avec la réponse de la cosmogonie, et spécialement chez les anthropologues, on parle de mettre en confiance la sécurité ontologique, donc l'anxiété de l'être qui cherche à comprendre est apaisée. Voilà le but de la cosmogonie. Donc nous fermons la parenthèse et nous revenons au Nun. Le Nun, tel que envisagé par les Égyptiens antiques, englobait tout, traversait tout, fusionnait tout, à l'intérieur duquel tout était en fusion et confusion. Et après la mue, il y a eu transformation, différenciation, séparation, individuation, des identifications qui ont permis d'obtenir tout ce que nous avons autour de nous aujourd'hui. Et c'est de là qu'est généré l'univers. Et tout objet, la matière morte, la matière vivante, les humains, les animaux, la mer, les fleuves, les phénomènes naturels, le ciel, les astres, le vent, l'air, la pression, les dépressions, la pesanteur, le magma et tous les insectes et même les esprits, les dieux, les génies, tout est engendré, produit à partir de la mue, de l'autotransformation du Nun, qui est la matière première originale. Et donc, les Égyptiens enseignaient cela dans des cercles fermés qui étaient souvent des temples, et ces cercles d'enseignement étaient dirigés par des maîtres enseignants, parmi lesquels un a pu faire traverser le temps de son nom. Il s'appelle Imhotep. Imhotep était un personnage particulier. C'est lui qui a eu pour la première fois l'idée de construire une œuvre, un ouvrage public de taille surdimensionnée. Il s'agit de la première grande pyramide en Égypte antique. Donc la conception et la construction de la pyramide toute première a été faite sous la supervision, la direction de Imhotep. Il était donc un grand technicien géomètre, un ingénieur architecte, et à part cela, il était aussi médecin savant. En dehors de cela, il était aussi officiant de culte. Donc finalement, il était le modèle de l'érudition et de la sagesse, et son influence à son époque était si grande, si immense, qu'il a pu transmettre à la postérité cette marque-là. Et après sa mort, on a commencé par le déifier. Et vous savez, au temps de Imhotep, il n'y avait pas la possibilité. La culture égyptienne antique ne remettait pas à l'individu une propriété intellectuelle, parce que tout ce qui était créativité, production de l'esprit, les constructions d'ouvrages, les réalisations d'œuvres, la consignation des mémoires, de la mémoire du peuple, n'était pas signée par des individus, mais c'était plutôt des œuvres qui étaient mises dans le domaine public, donc étaient dans le champ collectif et souvent dédiées à la royauté. Et donc c'était le pharaon et sa suite, donc les gens de sang royal qui pouvaient avoir leur nom inscrit sur des édifices, sur des épitaphes, des statues, etc., etc. Mais Imhotep a pu faire transmettre son nom à la postérité parce que, comme je le disais, à un moment donné, après sa mort, on a commencé par le déifier, donc le diviniser, et il y a une petite statuette réalisée en sa mémoire,
et aussi son nom a été inscrit quelque part sur un édifice. Donc c'était un personnage exceptionnel, un esprit brillant, et comme je l'ai dit, il était devenu comme le symbole de l'érudition et de la sagesse, donc le symbole du savant mage. Mais à part lui, il y a eu d'autres personnages en Égypte antique assez importants, mais qui n'ont pas pu faire inscrire leur nom quelque part, mais dont la mémoire est restée à travers d'autres personnes. Et qui sont ces personnes-là? Ces personnes, ce sont plutôt des élèves. Et vous savez, à un moment donné, la civilisation égyptienne antique était arrivée à un niveau de développement, à un apogée qui a duré si longtemps dans le temps que c'était devenu le centre du rayonnement de la culture universelle, et de partout l'on venait s'instruire, mais aussi chercher la prospérité. Et souvent, les étrangers qui venaient, parmi eux étaient beaucoup de Grecs, et ce n'était pas seulement une instruction qu'on venait chercher là-bas, mais c'est toute une immersion qu'on venait faire dans ce cercle d'enseignement égyptien. Et quand vous venez, vous prenez en charge, vous êtes instruit, vous êtes éduqué, vous êtes affermi. Donc toute votre personne, tout votre être, votre corps, esprit et âme est pris en charge à travers des initiations. Une initiation graduelle. Et quand vous sortez de là, vous revenez comme une personne née de nouveau. Et donc, ces étudiants, ou bien élèves, ou bien impétrants, novices, ou bien néophytes qui venaient, quand ils étaient suffisamment affermis et retournaient chez eux, ils faisaient des témoignages. Certains arrivaient à écrire des mémoires, certains mettaient à la connaissance, mettaient à la disposition de leurs concitoyens leurs connaissances, et c'est à travers eux qu'on a pu retrouver des noms de certains grands maîtres enseignants égyptiens antiques. Donc parmi ceux-là, on peut nommer Zonchis, on peut parler de Ouenophes, et on peut aussi parler de Shonoufus. Donc Shonoufus, Zonchis et Ouenophes, trois grands personnages qu'on peut ajouter à Imhotep comme des figures représentant du milieu intellectuel scientifique de l'Égypte antique, pour faire simple. Et donc nous voyons à ce niveau qu'en Égypte antique, quand on a cherché à penser l'univers, à lui trouver une origine, on n'a pas désigné un être suprême, conscient, vivant quelque part, ayant des désirs et des projets, et qui a eu l'idée à un moment donné de créer l'univers. Nous voyons donc à ce niveau que les Égyptiens antiques n'ont pas désigné un Dieu créateur, mais ils ont plutôt concentré l'attention sur la nature, ses propriétés, ses caractéristiques, pour en déduire une cause logique. Et là, nous pouvons dire que c'est le point de repère dans le temps et le lieu de fécondation de l'esprit scientifique. Et autrement, on peut dire que c'est le lieu et le temps de fécondation du matérialisme scientifique. Donc cet esprit qui se concentre sur la nature pour en trouver un élément, une matière première, est donc la mise en embryon de l'esprit scientifique qui va qui va faire de la maturation pour traverser le temps et parcourir l'espace en passant par la Grèce antique dans une seconde phase, ensuite disparaître plus ou moins pendant le Moyen-Âge européen, pour ressurgir pendant la période de la Renaissance européenne et suivie des Lumières européennes. Mais avant d'arriver là-bas, nous allons parler en détail de la seconde phase en Grèce antique, où nous allons évoquer les personnages les plus représentatifs tels que Thalès, il est familier, Anaximandre, il n'est pas familier, Pythagore, il est familier, Anaximène. Nous parlerons aussi de Héraclite et de Parménide. Nous parlerons de Protagoras, il est très intéressant. Nous parlerons aussi de Anaxagore, il n'est pas familier. Nous parlerons aussi de Euclide. Nous parlerons de Archimède et aussi de Hippocrate.
et bien sûr aussi de Démocrite et Leucippe. Voilà donc déjà introduit la deuxième phase du cheminement en Grèce antique et nous allons aboutir finalement au boson de Higgs dans les phases suivantes. Merci beaucoup et restez avec nous.